Bienvenue dans Salaire Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Écoute, tu ne l'as pas vu venir, sauf si tu as regardé le titre du podcast avant de le lancer. Le sujet du jour, c'est la bêtise et l'entrepreneuriat. Dans la vie, il est plutôt déconseillé, si je puis dire, même si ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise forcément. Il est mal vu, il est très peu apprécié d'être simplet. Tu vois, être quelqu'un de très simplet, qui ne comprend pas grand-chose, qui fonce tête baissée quelque part, qui prend les informations comme elles viennent, qui ne change pas grand-chose, qui juste vit extrêmement simplement, on va dire ça comme ça, en tout cas face aux décisions et face aux questions qui se posent, c'est quelque chose de pas stylé, en tout cas dans la vie. Dans le business, c'est un super pouvoir. Le fait de réussir à ne se poser aucune question dans le cadre du lancement de ton activité, dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement de ton entreprise, est une force incroyable. Bien sûr, toujours de la nuance dans ce que je t'indique. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que si tu jettes tout en l'air, c'est la meilleure solution pour soit améliorer ton business, soit lancer un business. Bien évidemment. Néanmoins, petit point de raccord que je peux trouver autant avec du grand dirigeant solide, installé depuis des années, et le petit entrepreneur qui veut se lancer dans un an, c'est toujours cette quantité énorme de réflexion, ce oui, mais peut-être que si je fais les choses, il va se passer ça, mais imagine, et si, potentiellement, dans la mesure, beaucoup d'expectatives, beaucoup de ralentissement, beaucoup de réflexion, très peu d'action. Et du coup, très peu de changements, et du coup, très peu de résultats. Et je trouve ça intéressant d'avoir des composantes que tu peux retrouver sur deux profils très différents. Je vais imager ces profils, je vais même t'en dire plus pour que tu le vois mieux. On a ce dirigeant qui va faire X millions par an, et c'est cool. Et de l'autre côté, on a ce gars qui rêve de lancer son propre business. C'est quand même fou. C'est deux vies différentes, c'est deux manières de consommer la vie, mais carrément différentes. C'est deux visions de la vie différentes bien souvent. C'est un nombre de responsabilités qui ne se chevauchent pas du tout, qui ne se suivent pas du tout. La vie de salarié est différente de la vie de chef d'entreprise, tu t'en doutes bien. Donc tu vois, tout est différent. Tout les diffère. La trésor, la vision, potentiellement l'entourage, les cas de figure, les choix, etc. Néanmoins, sur ce point-là, ils sont d'accord. Enfin, ils sont d'accord. Sur ce point-là, ils sont tous les deux touchés. Tu vois, tu as toujours ce truc de la surquestion, peut-être, mais imagine, etc. Parce que tous les deux sont humains, bien souvent. Donc, sont habités par une sorte de peur de faire les choses, peur de changer les choses, tu vois. Et on pourrait le résumer, ça, avec l'histoire de la zone de confort, tu vois. C'est-à-dire que tu peux sortir de ta zone de confort autant en achetant une formation à 1 000 € en parallèle de ton travail, ou à 2 000, ou à 3 000, ou à 4 000, ou à plus. Et de l'autre côté, tu peux sortir de ta zone de confort en recrutant quelqu'un qui va s'occuper de réaliser une prestation dans ton entreprise pour 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 100 000, la somme que tu veux. Tu vois, c'est deux choses qui sont vachement liées. Où que tu sois positionné, et tu vois, c'est à ce moment-là que je joins les deux extrémités de ce podcast pour créer un seul chemin, un seul tunnel. Tu dois bien sûr t'habituer à sortir de ta zone de confort et à être stupide quand il s'agit de prendre des décisions. Nuance. Stupide ne veut pas dire faire n'importe quoi. Stupide, il y a quelque chose de bien dans les gens qui prennent des décisions de manière un peu bête, c'est qu'ils ne se posent pas trop de questions. C'est ça qu'on vient chercher. Tu vois, j'aime toujours dire qu'il y a du bien dans un petit peu tout. Tu vois, même dans les situations, dans les pires situations, tu peux toujours récupérer un peu de positif. Là, c'est la même chose. Dans une décision bête, prise rapidement, sans trop d'analyse, ce qu'il y a de bien, c'est que tu prends une décision. Et prendre une décision, dans énormément de cas de figure, et surtout dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui te fait faire un pas vers l'avant. Bonne, mauvaise, moyenne, c'est bien. Dans tous les cas, c'est bien. Et c'est bien parce que tu sais. Tu as une information. Au moins, c'est fait. Tu fais un pas dans cette direction, le résultat, c'est X. X peut être positif, X peut être négatif, X peut être
Zéro. Mais au moins, tu as l'info. Alors que si tu fais un maximum d'équations, tu tortilles dans tous les sens, tu débats, tu réfléchis, tu retournes le problème et que tu passes jamais à l'action, tu n'as aucune information. Donc, du coup, tu n'avances pas et tu n'es pas plus efficace le jour d'après. J'ai été contacté et je suis contacté souvent par soit des porteurs de projets, soit des gens qui ont déjà des projets, ça t'as compris. Je vais essayer d'éviter de recréer une séparation puisque nous sommes maintenant tous dans le même tunnel. On va garder un seul flot de conversation. Donc je suis contacté par des porteurs de projets en tout genre, on va le dire comme ça. Ça peut être des gens qui ont des boîtes ou des gens qui n'ont pas de boîte. Et il y a toujours énormément de questions sur le fait de passer à l'action. Et je le vois même en entretien individuel avec ces deux types de profils. Il y a vraiment une énorme réflexion. Tu peux discuter avec quelqu'un qui fait des dizaines de milliers d'euros par mois ou avec quelqu'un qui fait zéro et ça se pose des questions. Est-ce qu'on change les choses? Est-ce qu'on fait les choses? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Il faut y aller. Il faut bien évidemment y aller. Il faut que tu tentes. Il faut que tu vois. Il faut que tu aies une réponse. Si tu veux pouvoir avancer, il faut que tu t'appuies sur des métriques. À savoir sur des chiffres, à savoir sur un retour quelconque. Il faut que tu sois capable de m'expliquer, voilà, quand je fais ce mouvement, j'ai ce résultat. Quand je fais cet autre mouvement, j'ai ce résultat. Du coup, tu peux tirer des bilans et avancer efficacement. Ce sujet ressemble à quelque chose de super simple. Tu te dis, mais attends, je vois pas ce qui est compliqué, c'est quand même logique d'implémenter et d'avancer quand tu as des choses à faire. Si tu dis ça, c'est probablement parce que tu n'es pas encore concerné. Mais on verra. Quand tu seras concerné par le fait d'avancer dans ton propre projet, puisque c'est toujours plus facile de commenter ceux des autres, c'est normal, mais à partir du moment où tu fais les choses pour toi, surtout quand il y a ton image sur la table, là, c'est un autre truc. Là, tu réfléchis. Tu sais faire un business. Oui, il me faut, d'après ce que je sais, il me faut un site internet. Facile, un site internet. Mais à partir du moment où on mettra ta tête dessus, étonnamment, tu vas faire attention aux photos. Étonnamment, tu vas faire attention au texte. Étonnamment, tu vas faire attention aux boutons, à tout, à la vitesse de chargement, tous les petits détails. Tout va devenir une montagne. Et c'est là qu'il faut réussir à être stupide dans ta prise de décision et à te dire attends. Et là, je suis obligé de revenir sur les petits porteurs de projets, parce qu'en général, c'est eux qui sont super concentrés sur ça. En premier, le gars lance pour la première fois quelque chose et il veut l'élite du site internet. Il veut que ça charge vite. Il veut que ça soit le meilleur texte qu'on ait jamais vu. Il veut être au top sur son marché. Il dit, moi, je veux être le meilleur. Donc, meilleure photo, je vais appeler un photographe. Je veux les meilleurs textes, donc je vais appeler un copywriter. Je veux les meilleures stratégies, donc je vais essayer de travailler avec un marketeur. Je veux les meilleures vidéos, donc je vais appeler un vidéaste. Il donne tout. J'en ai tellement vu passer des projets comme ça. Il donne tout. Et ça dépense à tout va. 500, et 1000, et 1500, etc., etc. Mais au final, est-ce que vraiment avoir le meilleur texte fait de ce que tu proposes le top de ce qui est dispo sur le marché? Est-ce que vraiment avoir la meilleure vidéo fait de toi le top de ce qu'il y a sur le marché également? Pareil pour les photos, pareil pour tout ce que j'ai cité avant. Pas du tout. Ce qui compte, c'est le fond. Et le fond peut tenir sur un site moche. Ça nous va. Ce qui va compter, le détail, tu vois, vraiment le détail qui est en fait tout le cœur du truc, c'est est-ce que ce que tu proposes, et tu vas voir c'est violent, ça intéresse les gens? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce que tu veux proposer aujourd'hui, ça intéresse quelqu'un? Soit c'est oui, et on peut avancer, soit c'est non, et tu peux t'arrêter tout de suite. Et le creux, si tu veux, le fossé dans lequel tu tombes assez rapidement, c'est quand justement tu es tellement absorbé par ton idée, absorbé par ta vision, par l'envie de réussir, l'envie de générer le projet de ta vie, que tu en oublies ou que tu en omets, on peut me le dire comme ça, l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le marché. En une phrase, est-ce que ce que tu fais, ça intéresse les gens? Donc si tu dois te concentrer ne serait-ce que sur une chose finalement, c'est ça. Oublie tes photos quali, oublie tes vidéos, oublie tes textes de ouf. Fais une étude de marché en allant discuter avec les gens pour savoir si ça intéresse quelqu'un. Bien sûr, tu prends des gens qualifiés, s'il te plaît.
Si tu veux lancer un nouveau site de rencontre pour les gens qui aiment bien se déguiser, ne demande pas à des gens autour de toi qui sont en couple et qui n'aiment pas les soirées et déguisements, par pitié. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Des gens qui comprennent qu'il faut faire des études de marché et ils posent aux questions pas qualifiées. T'aimes te déguiser ? Non ? Ok. T'es en couple ? Ouais ? Ok. Mais on est amis. Donc ça, c'est au-dessus de tout, ok ? Alors, j'ai des questions pour mon nouveau site spécial célibataire qui aime bien les déguisements. Non. Non. Et bien souvent, c'est triste, mais c'est comme ça, les gens qui t'entourent ne sont pas la cible de ton business. Mais combien de fois j'ai entendu des réunions sur ça ? Oui, on a fait une réunion avec lui et lui. C'était top et tout, je leur ai donné les infos, ils m'ont dit ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, ça a permis de tester l'application ou le business ou l'idée. Waouh, parce qu'en fait, en plus, tu as fait développer une application. Waouh, ah oui, d'accord. Et il y a un marché pour ton application en face ? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai demandé autour de moi et ils m'ont dit, top, l'application. D'accord. Mais par contre, il y aura un marché auquel il faudra confronter tout ça. À moins que ton marché soit composé des gens qui t'entourent. Hein. Si tu peux vivre juste des gens qui t'entourent, super, ça va le faire. Si par contre, tu as comme prétention de vouloir vendre un tout petit peu plus loin, hors de ton périmètre personnel, là, il va falloir se poser la question. Bon, je te cache pas que ça équivaut à peu près à 100% des business. Les gens montrent rarement des bises dans leur entourage proche. C'est vite compliqué. À moins que tu te spécialises dans le MLM, hein, duquel on rigole tant, quasiment à chaque podcast. Hein. Il y a une petite crotte de nez pour le MLM. Ou bien sûr, je répète le modèle qui est le plus répandu. Quand tu t'inscris dans une boîte qui fait du MLM, tu vends à ta maman, à ton papa, ta sœur, ton frère, et après, c'est fin du voyage, monsieur l'entrepreneur. Mais, comme tu as pris un pack entrepreneur, tu es désormais un entrepreneur. Bon, dans une entreprise, mais t'as compris, quoi. Franchement, juste pour info, si vous connaissez quelqu'un qui est possédé par le MLM, vraiment un kiffeur de MLM, qui dit « Attends, le MLM, c'est le meilleur business de ta vie. » Et d'ailleurs, je vais t'expliquer un truc. J'ai une opportunité pour toi. Si vous connaissez un kiffeur comme ça, vous voyez là, il y a une chaise, hein, avec plaisir. Je lancerai un débat avec cette personne avec plaisir. Ça va être incroyable. Avec plaisir. Si vous avez des gens comme ça, qui vont à l'inverse de ce que je peux dire dans le podcast, envoyez-moi un petit message. Je les invite, on fait des débats. Terrible, ça va donner des émissions incroyables. Ça ne me dérange pas du tout. Je dirais même que ça me ferait plaisir. Vraiment, ça me ferait plaisir. Allons-y. Donc, énorme focus sur ça, sur le marché, sur la vision de tes prospects potentiels. Mets ta vision de côté et c'est là qu'il faut être stupide, tu vois. Pas trop de questions, on reste efficace et on fait des équations simples. Dès qu'on pense business, on pense complexité. Tu vois, étude de marché, waouh, faut que je fasse appel à un étude de marcheur professionnel. Il me faut des documents, c'est sûr. C'est sûr, ça va être long. J'en ai besoin au moins pour 6 mois. Ouh là là. Non. Comprends juste où sont les gens que tu veux viser, que tu estimes être les bons, tu vois, tel quelqu'un de simplet. Tu vois, tu dis, tiens, je veux vendre des coques de téléphone de type iPhone. Auprès de qui dois-je faire mon étude de marché ? Aux gens qui ont des iPhones et qui ont besoin de coques. Qui a les iPhones dans mon entourage ? En tout cas, de quelle version ? Tiens, ma coque est magique, elle permet de s'adapter sur tous les modèles d'iPhone. Ok, donc je peux discuter avec tous les gens qui ont des iPhones. Tous les gens qui ont des Samsung, ça ne m'intéresse pas. On se concentre, Samsung ou autre Android. Petite crotte de nez pour vous aussi. On se concentre sur les gens du iPhone et tu leur poses des questions, tu vois. Et ça peut être effectivement des gens qui sont dans ton entourage ou de l'entourage de ton entourage. Mais là, il y a une cohérence justement parce que, et ça c'est super, dans le cadre de ce produit spécifique, là, tu peux discuter avec des gens qui sont concernés. Personne, ça ne viendrait à l'idée de personne de se mettre devant un magasin Samsung pour poser des questions. Sauf si tu veux faire une étude de marché un peu chelou. Tous les retours que tu as ne se valent pas, tous les conseils non plus ne se valent pas. Tant qu'à faire. Il y avait une règle comme ça très importante que je voulais te placer d'ailleurs. Je l'ai réentendue il n'y a pas longtemps en rapport avec les conseils. Peut-être que ça me reviendra. Un truc qui dit qu'en gros, il faut éviter d'accepter des conseils de quelqu'un qui je te cherche ça.
Je vais demander à ChatGPT en direct. Il y a un dicton qui dit... Heureusement que je tape vite, sinon j'aurais fait une ellipse de 15 minutes. Ok, on va aller chercher. Ouais, de quelqu'un qui n'a jamais été à ta place, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouf, c'est pas exactement ça le... C'est pas exactement celui-là. Il y en a un autre vraiment, quand tu écoutes la phrase, tu dis « Ah ouais, d'accord ». Ouais, d'accepter les conseils des gens qui supportent pas les conséquences, ouais, ça marche aussi. Ouais, de ceux qui n'ont rien à perdre, bon, c'est à peu près similaire. Mais en soi, tu vas pas accepter les conseils que de personnes qui sont pas dans ta boîte, tu vois. Ça n'a pas de sens. Bon, peut-être que je retrouverai ça, mais c'était un bon dicton qui, en gros, t'expliquait ça, quoi. Si c'est quelqu'un en qui t'as pas confiance, ou si c'est quelqu'un, en fait, qui, à l'inverse, tu vois, pile sur cette ligne du conseil, a une estime, enfin, que t'estimes pas de ouf, t'as pas de raison d'accepter des conseils. Et en fait, ça mettait en valeur, ça mettait en avant le fait que quelqu'un, en fait, qui a pas de race, entre guillemets, souvent il te donne des conseils, alors qu'en soi, c'est-à-dire sur tous les autres terrains, tu l'aurais rien demandé, mais là, comme tu es un peu en difficulté, tu vas aller vers lui à ce moment-là, justement parce que tu es un peu à terre, tu es un peu apeuré, là tu vas dire qu'est-ce que t'en penses? Alors qu'à contrario, dans aucune autre décision de ta vie, tu l'aurais sollicité, tu vois. Mais là, il est là, donc let's go, tu vois, c'est lui. Donc évite de demander des conseils à n'importe qui. Et bien sûr, tu peux poser des questions à des gens qui ne supportent pas les conséquences, puisqu'en soi, on va pas se permettre de dire « T'es un entrepreneur ? Ouais, me donne pas de conseils. » Ok. Quoique, dans certaines configs, pourquoi pas ? Moi, le retour que je fais souvent avec ça, c'est le retour de l'agent IMO. Le retour de l'agent IMO. C'est comme ça que j'appelle les gens qui ont acheté une maison. Tu vois, c'est par exemple quelqu'un, dans sa vie, il a fait un achat, et porté par la grâce, il est devenu agent IMO dans sa tête. Tu vas acheter une maison dans un autre département. Il a acheté dans le 92, toi tu vas acheter dans le 78, et il te donne des conseils. Et il est là, oui, non, mais quoi ? 78 ? Ah, c'est bien. Hein. Ah, ouais, ça c'est bien ça. Tu peux acheter, ça c'est bien, c'est top le 78. D'accord. T'as des conseils des autres ? Ah oui, là, c'est quoi le prix de la maison ? Pour 100 mètres carrés ? Ah, c'est bien, c'est pas mal. Le gars est devenu agent IMO. Et il s'est chauffé parce qu'il a acheté un truc dans sa vie. Je veux pas le rapport. Mais bon. Comme d'hab, le fameux syndrome de Dunning-Kruger. Hein. Moins t'as d'expertise, plus tu l'ouvres. Un grand classique. Donc ce point-là, magnifique sur la stupidité. Je peux te donner quelques cas de figure, tu vois. J'aime bien toujours agrémenter tout ça d'anecdotes pour que tu comprennes à quel point, en tout cas à titre personnel et de ce que j'ai pu entendre dans diverses histoires entrepreneuriales, à quel point quand tu amènes de la facilité dans tes actions, à quel point c'est efficace. Tu vois, j'ai testé dernièrement avec les gars, peut-être le lancement de 4 ou 5 sous-marques. Et systématiquement, on a fait ça en mode stupide à fond, tu vois. Vraiment des réflexions comme ça. Ok les gars, là on a repéré une opportunité de marché sur les télécommandes blanches. Voilà, je dis ça parce que j'en ai une sur le bureau. Sur les télécommandes blanches, ok ? Dans une autre entreprise, je te fais d'abord le chemin dans une autre entreprise. Dans une autre entreprise, télécommande blanche, ah oui, c'est pas mal. Ok, Jean-Jean, mets-toi en relation avec un fournisseur de télécommande blanche. On va regarder, tu cherches sur Google et tu me listes les meilleurs fournisseurs. Tu fais des appels. Ok, let's go. Toi, tu t'occupes éventuellement de nous trouver un webmaster pour faire le site internet. On va le faire en Webflow, comme ça sera un site magnifique. Le gars lance ses petites directives, il te fait une équipe de 5 personnes sur le sujet. 6 mois plus tard, réunion. Ok, vas-y, montre-moi les meilleurs fournisseurs. Ok, alors je prends la parole, j'ai trouvé les meilleurs fournisseurs. Regardez, je vous ai fait le top 10 ces 6 derniers mois des fournisseurs. Je les ai tous contactés, j'ai tous les tarifs, c'est incroyable. Il n'y a plus qu'à faire des commandes. Bon, là, il y a un minimum de quantité. Bon, on va essayer de négocier. J'ai même négocié un bon tarif avec le numéro 3 et le numéro 5. Ok, à toi, Christina, dis-nous. Ok, écoutez, moi, j'ai trouvé un super dev pour Webflow, ça va être trop bien, j'ai 3 devis, il y en a un à 10 000, un à 15 000, un à 8 000, ok super. Pierrot, sur quoi t'as bossé Pierrot ? Écoutez, moi j'ai bossé sur le logo, alors je vous propose 10 logos. Bref, ça c'est 6 mois plus tard. Alors que quand tu fais appel à la stupidité entrepreneuriale, tu réfléchis comme d'habitude à ce qui te sépare du marché, et je fais exprès de te donner en fait une vraie étude de cas, parce que je sais que pour moi c'est classique. Donc quand je te dis vas-y, passe à l'action, fais ce que tu as à faire, réfléchis pas trop, j'ai l'impression d'avoir tout dit. J'ai envie d'arrêter le podcast maintenant, tu vois. Mais je sais que pour beaucoup, vous avez besoin d'imager le truc. Et de dire ok, c'est facile, mais c'est-à-dire.
Dis-moi. Va plus loin, etc. Je vais te le faire. Donc, télécommande blanche. Télécommande blanche, ok. Les gars, on a une opportunité de marcher sur les télécommandes blanches. Qu'est-ce qui nous sépare de notre première vente de télécommande blanche? La réflexion est assez rapide. Comment est-ce qu'on achète quelque chose sur Internet? Via une page qui propose la télécommande blanche. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous faut pour imager cette page afin que les gens soient en confiance? Un nom de marque. D'accord? Ce qui va demander également un logo. Donc il nous faut un nom de marque, un logo, une page. Jusque-là, ça va. 3 éléments. Il nous faut également un prix. C'est le 4e élément. Bon, on va prendre des petites notes. Tu vois, je te le fais en direct. Un logo, un nom de marque, une page, un prix. Hop, c'est noté, c'est écrit. On a nos 4 éléments qui vont nous permettre de faire nos ventes de télécommande blanche. Jusque-là, c'est bon, c'est carré, on a l'information. La question qui se pose, à laquelle on n'a pas de réponse, c'est: y a-t-il un marché? Tu vois, je te mets en dessous. Y a-t-il un marché? Personne n'a la réponse. On retourne dans l'autre entreprise. Ok les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il y a un marché? On fait un tour de table. Vas-y numéro 1, dis-nous ce que tu penses. Moi je pense que d'après mon expérience, comme moi j'utilise des télécommandes tous les jours, il y a un marché de ouf. Je pense que ouais. Ok à toi numéro 2. Ok, moi aussi je pense qu'il y a un bête de marché parce que ma tante, elle en a déjà acheté. Alors c'est sûr, ça se vend de ouf. Ok numéro 3, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'il n'y a pas trop de marché parce que tu vois, nous on est en mode Wi-Fi, on n'a pas de télécommande. Ok Josiane, de quoi? Et ainsi de suite. Ok, donc tout le monde y va de sa petite expertise. Et en fait, tout le monde y va de son cas de figure personnel. Tout le monde y va en fonction de son prisme. Là, dans tous les personnages que j'ai incarnés, personne n'est rationnel. Tout le monde donne son avis et tout le monde répond à la question finalement: est-ce que les pâtes, c'est bon? C'est le même niveau. C'est comme si je faisais ça. Tu vois, je fais un tour de table et je dis: il y a une question fondamentale aujourd'hui les amis. Est-ce que les pâtes, c'est bon dans la vie? Le premier il va dire ça dépend, l'autre il va dire ça dépend la sauce, l'autre il va dire non, l'autre il va dire ouais au beurre, l'autre... C'est pas une vraie question. Personne n'a la réponse. C'est pas une question. Personne n'a la réponse à cette question fondamentale. Elle est capitale. Mais personne n'a la réponse. Mais la question, c'est qui a la réponse? Personne au niveau du tour de table. Personne. Qui, dans la pièce, représente, qui est le marché? Personne n'est le marché ici. Qui es-tu? Tu es le dieu du marché? Tu es la data de l'infini? Tu es l'oracle de la vente? Non. Personne n'a cette prétention. Que tu aies monté une boîte, 1000 boîtes, ça ne change rien. Ça reste un nouveau marché. Les marchés, ça évolue. Les besoins des gens évoluent. Et c'est comme ça. Ça bouge en permanence, tu vois. À un moment, tout le monde achète des trottinettes électriques. Et puis après, non. Et puis après, oui. Puis après, non. Puis après, peut-être toute la vie, oui. Puis en fait, non. C'est comme ça. Qui peut te dire des tests, tout simplement. Donc la bonne réponse, au lieu de faire un tour de table, c'est les tests. On revient sur nos 4 points. Comment est-ce que toi, tu ferais un logo? On a besoin d'un logo de marque. Comment est-ce que tu ferais? Combien de temps ça te prendrait? On peut retourner dans le bureau des 4 fantastiques, là. Le logo, il y a bien sûr quelqu'un qui nous a fait faire 10 logos différents avec un devis de ouf, 2 idées. Ouais, parce que nous, tu vois, sur la télécommande, sur le T de télécommande, on pensait mettre une petite télécommande pour que les gens ils s'identifient, ils se disent: ah ouais, il y a une télécommande, ils sont trop forts. Tu vois, il y a toujours possibilité de mettre de l'emphase sur les choses qui servent à rien dans la vie, tu vois, d'aller trop loin dans les explications. C'est pour ça que moi, genre, petite crotte de nez pour les gens qui sont à fond dans le market, qui me font bien rire, qui sont là: ouais, t'as vu le personal branding de salarié provisoire? Non mais en fait, parce qu'il a tourné en t-shirt pour avoir ce côté décontracte, comme ça il fait un lien avec l'audience qui est plutôt efficace, parce qu'ils se disent aussi: il a un t-shirt, j'ai un t-shirt, et du coup ça... tranquille avec le bullshit. C'est un petit peu vrai si tu veux, mais ça fait pas un business tout ça. J'ai trop entendu de trucs comme ça, vu des confs de ouf. Ouais, c'est le mood board. Sur le mood board, on va mettre une casquette orange, un t-shirt vert. On va mettre un mec, il est métis parce que il est un peu blanc, un peu noir. Comme ça, il fait double communauté. Putain. Waouh! T'embêtes jamais avec ces conneries-là, ok? Le branding, etc. À terme dans ta boîte, c'est super, mais tranquille au début, détends-toi. On n'est pas à la Fashion Week, tu vois. Là, j'ai un t-shirt, demain j'ai une chemise. Même combat. Petite faute de branding, mais ça
C'est pas un truc de ouf, tu vois. Ok ? C'est pas capital, c'est pas ce qui compte le plus. Donc, le logo, techniquement, comment on fait ? Quelles solutions sont disponibles aujourd'hui, tu vois, avec l'IA qu'on a, toutes les options qu'on a ? Extrêmement facile. Moi, ce que je faisais à l'époque, peut-être pas foufou, mais efficace, c'est que j'allais tout simplement sur Google, et je tapais en fait mon idée de logo. Donc, par exemple, là, c'est une télécommande. Je tapais télécommande, donc le mot-clé, et pictogramme, ou design, ou logo. Et ça me sortait tout simplement une série de logos qui pouvaient m'inspirer ou non. Et quand tu cliques sur les différentes propositions, il y a des logos que tu peux acheter, il y a des logos qui sont gratuits que tu peux récupérer, et c'est tout. Et si tu veux même faire pire, tu peux juste écrire télécommande et c'est le nom de ta marque, tu vois. C'est une méthode. Maintenant, quand j'ai besoin d'un logo, solution encore plus simple, tu vas sur Canva. Je suis un fervent utilisateur de Photoshop. Je ne pensais pas qu'un jour, tu vois, après 20 ans, plus de 20 ans de Photoshop, je vais même enlever le 20 ans. J'utilise Photoshop depuis... on va enlever la date. Je ne sais même pas en fait. En termes d'années, la première fois que j'ai utilisé Photoshop, on était en 2003. Pour que tu comprennes, quelqu'un qui utilise Photoshop versus quelqu'un qui utilise Canva, c'est un peu comme un mec qui a une voiture, genre une Porsche 996, tu vois, un truc super récent, enfin 992, donc quelque chose de super récent à 200 000, et qui parle avec un mec qui a une voiture sans permis. C'est-à-dire vraiment, on n'est pas dans le même game. Tu vois, il y a un mec qui fait du circuit, et il y a un autre gars, il n'a pas le permis, et quand il démarre, on dirait un scooter, tu vois. C'est pas le même game. Donc, je ne pensais pas un jour, je te parle du niveau de complexité, hein. Je dis pas que les mecs de Photoshop sont plus forts que les mecs de Canva, ou que les mecs de Porsche sont plus forts que les mecs des permis de voitures sans permis, mais c'est juste pour te montrer la complexité technique et l'écart qu'il y a entre les deux. En tout cas, quand tu viens de Photoshop, c'est très dur de te dire « Putain, j'utilise Canva en majorité, c'est fou !» Et là, force est de constater que les petits outils web type Canva ont rattrapé les gros outils type Photoshop. C'est juste ouf. Et ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est comme ça. C'est la vie, tu vois. C'est la vie. C'est juste comme ça. Il faut accepter de pivoter. J'en parle souvent. Flexibilité, pivot, observation. On reste actif dans son marché. Boum, il y a des meilleures solutions. On les prend. Donc, Canva, tu crées un projet que tu appelles logo. Et sur la gauche, donc, tu peux aller dans quelque chose qui s'appelle logo. Et là, juste en fonction de ta tête, si c'est télécommande, tu le mets en anglais. Genre, c'est remote en anglais. Tu écris remote. Tu vois ce qu'il te propose. Tu prends, tu changes le nom. Et on a fini. Temps de création du logo, 1 minute 30. Si vraiment tu cliques tranquille et que tu veux t'appliquer, allez, 5 minutes. 10 minutes si vraiment t'as un orfèvre. Allez, 10 minutes. Je te laisse 10 minutes sur ça, c'est tout. Nom de la marque. Je t'ai indiqué un petit peu juste avant le truc, t'as compris. C'est pas la peine d'aller trop loin dans le nom de la marque. Dans tous les cas, tu le changeras plus tard. Quand tu fais ta petite recherche sur Google pour afficher les différents logos ou autres, parfois t'as de l'inspi. Moi, j'ai trouvé des noms de marques comme ça. Je me suis dit, ouais, c'est super. Oh, l'idée de ouf. T'inverses des mots, ça fait une nouvelle marque. On avance. Petit retour dans le bureau. L'autre bureau, tu sais, les 4 fantastiques, on va les appeler. Ouais, moi j'ai pensé à un truc, j'ai commencé à déposer la marque à l'INPI, dans le doute, si jamais on nous vole le nom. Chut, on revient dans mon bureau, nom de la marque, on le dépose pas. On s'en fout. On est en train de faire du test market, on n'a pas besoin de déposer le nom de marque, faire des dossiers, etc. Pour qui, pourquoi ? On s'appelle Télécommande 2000. Si demain il y a un mec qui met Télécommande 2000, il le dépose à l'INPI et il nous envoie un message en disant bonjour, c'est notre nom, eh ben on mettra Télécommande 3000 et on avance. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est le marché. Le nom, on s'en tape. La marque, tu la crées autour. Tu vois ? T'es pas obligé d'inclure ton nom de marque dans ta trajectoire. C'est pas grave. Il y a des produits de ouf qui ont des noms nuls. Et il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu fournis une prestation de qualité, un produit de qualité, n'importe quel choix devient un move de génie. Tu vois ce même podcast-là, il s'appelle Salarié provisoire, on a de la cohérence avec ce que je propose dedans. Okay ? Si je l'avais appelé un guédou, les gens ils diraient putain c'est ouf, tu connais le mec avec la casquette là, il a fait un podcast, il appelle un guédou. On sait même pas comment ça s'écrit, c'est fou. Tout est un move de génie. C'est pour ça que je remets un peu en question les gens qui sont trop en mode market, série télé, tu vois, qu'on voit dans les
qu'on voit dans les pseudo-boîtes de com qu'on peut voir dans les séries, tu vois, Netflix, etc., où ils font des grandes réflexions pour changer la couleur. Ah non, ce jaune n'est pas assez jaune, l'œil du consommateur, allez, dégage. Donc, à partir du moment où t'es quali, même si tu t'appelles Pouette-Pouette, c'est un move de ouf. Le gars qui m'a montré ça, le premier qui m'a montré ça de toute ma vie, c'est le gars qui a fait Bref, qui s'appelle Kian Kojandi. Et je lui avais dit à l'époque, débutant, je lui avais dit, mec, c'est super ce que tu fais sur scène, je kiffe de ouf, parce qu'il a fait beaucoup de scènes, Kian Kojandi, One Man Show. Et je lui ai dit, par contre, ton nom, il est compliqué, hein. Tu devrais faire un truc plus simple. Et il m'a répondu, mais tu sais comment ça s'écrit, Gad Elmaleh? Voilà. Il m'a punchliné dans ce McDo à République, ce soir-là, il y a très longtemps. Et c'est une vraie réponse, et c'est la vérité. Et il a gardé son nom, et tout va bien, et tout est OK. OK ? Donc le nom de marque, on l'a. Le logo, on l'a. Une page maintenant. Rappelle-toi du délire des 4 fantastiques. On fait un site directement sur Webflow. C'est une technologie de site internet qui permet de faire de très belles choses, animer, un vrai travail, c'est super beau. Ils ont des devis, les 4 fantastiques, tu vois, 2000, 3000, 15 000 euros. Ils ont plein de choses pour faire un super site de dingue. Okay, nous, notre page, on va la faire sur System.io. On va la faire sur ClickFunnels. On va la faire sur... je l'utilise pas beaucoup celui-là. Leadpages, je sais même plus comment il s'appelle, peu importe. Mais si tu veux, tu as ce qu'on appelle des CMS qui te permettent de créer très facilement des pages. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec un créateur de page simple. Et si tu veux même aller encore plus vite, à l'intérieur même de ces outils-là, tu as des templates. Donc c'est-à-dire que tu as déjà des trucs tout faits que tu n'as qu'à modifier. Donc c'est pas la peine de sortir une feuille blanche, comme l'a fait Jean-Jean de l'autre côté, dans l'équipe des Avengers, et de dire tiens, moi je pense qu'on pourrait mettre un bloc ici qui marche bien, là on met une photo, là on met un texte, c'est déjà fait. Tu prends un template tout fait qui te parle, et en avant. Tu choisis, tiens celui-là il est pas mal, il colle avec notre activité, boum, je le choisis, hop, on a directement notre structure de site, on a juste à modifier les éléments. Tout simplement. Et ensuite, tu choisis ton prix. Vu qu'on vit dans le même pays et qu'en général tu vas vendre quelque chose qui est en France, tu as quand même une idée du prix des choses. Alors c'est très ressenti, c'est beaucoup de feeling, mais tu as Internet pour te corriger si tu as besoin d'aide. Tu es capable, en voyant un objet, et ça s'appelle la valeur perçue, d'en définir à peu près le tarif. Okay ? Je ne dis pas que c'est une solution qui fonctionne à 100%, mais tu sais à peu près où tu mets les pieds, quand tu as la possibilité de toucher l'objet, quand tu en comprends les fonctionnalités et l'intérêt qu'il a. Cette télécommande blanche que j'ai dans les mains et qui me sert tout simplement à faire pivoter mon pied d'appareil photo, enfin de caméra, quoi, c'est un pied électronique. Tu sais, cette télécommande, qu'elle ne vaut pas 500 euros. Tu sais également qu'elle n'en vaut pas 1500, tu sais qu'elle n'en vaut pas 200, allez, même 100 balles. Tu vois, elle est un peu épaisse, donc peut-être qu'il y a un monde où, bon, si tu la touchais, peut-être que tu aurais une idée du prix. Mais voilà, je sais que c'est un article qui va coûter 15, 20, 30 euros, 40 euros dans ces eaux-là, quoi. Pas plus. Ok ? Tu peux bien sûr te tromper, parce qu'il y a des objets qui sont trompeurs, mais c'est un petit peu comme les exceptions qui confirment les règles, c'est quand même assez rare. À l'inverse, quand tu touches un téléphone portable, type, peu importe, iPhone, pas iPhone, etc., au vu des matériaux utilisés, au vu du contact que tu as en touchant l'appareil, tu sais très bien où il se situe en termes de gamme de prix. Si tu ne le sais pas, au bout de nos petits doigts magnifiques, on a quand même des récepteurs et on a quand même un niveau de sensibilité assez élevé. Et ce niveau nous permet juste au toucher de connaître la qualité des choses. C'est pour ça que parfois tu touches des choses, tu dis « Ah, c'est quali, hein !» Des millions de reportages sur ça, sur le corps humain, tu touches et tu sais. Tu dis, tiens, ok, ah oui, ça c'est quali. À l'inverse, quand tu touches un objet un peu cheap, tu sens. Tu dis, ah, d'ailleurs, tu dis, ah, c'est chinois ça, c'est pas très gentil. Parce que tout ce qui est chinois n'est pas cheap, ça fait longtemps que c'est terminé. Mais tu sais, tiens, c'est un peu cheapos, quoi. C'est un peu cheapos. Même si t'es pas expert en vente, en marketing, en dropshipping, en e-commerce, en ce que tu veux, juste au contact, tu sens que c'est un peu léger en termes de qualité. Ça marche aussi dans l'autre sens, ok ? Donc tu définis ton prix au jugé. Parce que tu connais. Et tu vas voir comment on affine avec le temps. Finalement, quels sont les risques ? Parce que ça, c'est la question qui se pose, je l'entends tellement ça. Oui, mais le prix, avant de passer au point d'après sur le marché, le prix, imagine, c'est trop cher. Eh oui,
Mais qui va décider si c'est trop cher? C'est le fameux marché. Et qu'est-ce qui va se passer si c'est trop cher? Tu vas pas vendre. C'est tout. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de faire des mouvements? Tu fais un pas en avant. On a une réponse. On sait. On voit. Ça se vend. Ça se vend pas. Ça se vend un peu. Et les gens qui vont potentiellement commander ou laisser leurs infos sur la page qu'on a créée ensemble, enfin la page que tu as créée quoi, ils vont te laisser des infos. Tu peux les contacter, leur poser la question. Pourquoi vous avez acheté? Pourquoi vous n'avez pas acheté? Tu vois? Bête et méchant. Vraiment la façon la plus stupide de faire. Pas de oui, je vais créer une automatisation qui va relancer les gens si jamais. Non. Fais des choses simples. Ils laissent leurs infos. Tu les contactes. Ils te disent ce qu'ils pensent. Tu améliores ton produit et ainsi de suite. Tu améliores ton prix. Tu améliores les besoins. Tu améliores tout. Et tu fais quelque part un produit qui est sur mesure en fait. C'est ça la magie du business. C'est ce qu'il faut arriver à comprendre. Et je le répéterai jamais assez, puisque à plusieurs niveaux de ton entreprise, que tu sois à 0 ou à X millions, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ou à X centaines de milliers d'euros, tu vas toujours repasser par ce chemin de la réflexion du « Ah ouais, mais attends, là, il faut que je le fasse bien. » Non. Enlève ce bien, parce que ton bien, c'est du perfectionnement, c'est quelque chose de potentiellement parfait. Il faut que tu le fasses de la manière la plus efficace possible, la plus stupide possible, même si ça fait mal au cœur d'être un peu stupide. Qu'importe le niveau. Nous, quand on améliore les process dans la boîte, on est stupide aussi. On pourrait tenter, tu vois, nous ça fonctionne depuis des années, on pourrait tenter de dire attends, on a un certain niveau, on a du recul, donc attention, on doit étudier, faire passer un tel... Non, stupide. Est-ce que ce qu'on fait a un rapport avec le marché? Oui. Qui a la réponse? Le marché. Comment on contacte le marché? Avec des numéros de téléphone ou avec des mails. C'est tout. Comment est-ce qu'on communique avec eux? En parlant. De quoi on a besoin pour avoir des infos? De questions. Tu vois, on retourne aux fondamentaux. C'est pas ouais, ta boîte a fait plusieurs millions et ça y est, t'es sur la lune et on utilise des stratégies différentes. Nous, on veut que des outils de fou. Non. Basique encore. Très simple. Et donc notre dernière question, notre point 5, c'est est-ce qu'il y a un marché finalement? Comment est-ce qu'on va tester le marché? Je vais t'expliquer. Comme tu le sais, tu donnes tes informations tous les jours à de grandes sociétés via les réseaux sociaux, via Instagram, via WhatsApp, Facebook, Snapchat si vraiment tu t'es perdu. Tout ça c'est gratuit parce que c'est toi qui envoies la donnée, c'est toi donc qui nourris ces entreprises avec de la data, avec de la donnée qui est revendue à des annonceurs derrière au travers de régies publicitaires que toi-même tu peux utiliser. C'est juste que tu n'utilises pas. Mais tous les jours, nous y compris, il y a des pubs qui tournent pour essayer de trouver des nouveaux prospects intéressés par nos services. Et ces pubs s'appuient à 100% sur la donnée que tu donnes à ces boîtes-là. Tout simplement. Pourquoi s'embêter à essayer de trop réfléchir puisque ces boîtes-là ont les informations? Autant s'en servir directement. C'est cadeau, c'est à disposition. Profitons-en. Dans la mesure où on a la possibilité d'avoir accès à ce type de données, il devient très facile d'interroger en fait directement le bon type de personne, ou je dirais même le dataset sur un marché spécifique. Tout simplement. C'est possible. C'est quelque chose qui est possible. Donc, on sait que ces télécommandes, encore une fois, cette télécommande, ce qui est bien sûr un produit fictif, c'est pour imager, d'après nos études, d'après nos demandes, d'après nos questions, apparemment, ces télécommandes vont potentiellement intéresser les trentenaires. Voilà, les hommes trentenaires. Ok, on ne sait pas pourquoi. Peu importe le produit, là j'ai pris une télécommande, ça aurait pu être autre chose, la coque de téléphone que j'ai indiquée tout à l'heure. Peu importe. Ok. Il suffit de mettre en place une campagne de publicité qui va viser les trentenaires. Et on verra. Je dirais même plus que aujourd'hui, si tu veux, les régies publicitaires ont tellement d'infos sur nous qu'il est même conseillé de ne pas les orienter sur l'âge et de remettre encore une fois ton modèle en question. Juste comme ça, pour la culture. Tu fais une campagne de pub trentenaire homme, une campagne de pub qu'on appelle broad, où tu vas dire, tiens, vas-y, moi je vends juste des télécommandes, toi, en fonction de tes données, parce que nous, on est ce qu'on appelle un dataset, c'est-à-dire qu'on a un set de données, on a un ensemble de données qu'on a récoltées suite à nos recherches. On a un dataset et moi, je veux ton dataset. Toi, Facebook, toi, Google, toi, Snapchat Ads, TikTok Ads, si tu veux. Tu sais des choses que je ne vois pas, forcément. J'ai interrogé 100 personnes.
Toi, tu en vois passer par jour des millions. Donc peut-être que tu as une autre vision par rapport à cette télécommande-là. Donc je vais faire une campagne de pub sans configuration quasiment, juste avec des visuels, photos ou vidéos. Et toi-même, tu vas me dire ce qui fonctionne le mieux. Et à côté, tu peux lancer une autre campagne avec les infos que tu as et comparer les retours. Très très simple. Très très simple, très très efficace. Voilà comment tu peux tester un produit rapidement et comment nous, chez Scalable, on lance des sous-marques pour tester dans l'année. Et ça nous prend, attention, roulement de tambour, parce que tu pourrais lancer ta propre idée, tu sais, celle qui te tient à cœur depuis longtemps, celle que tu veux absolument tester. 48 heures max. C'est tout. Tu vois, on a l'idée, on a la vision. Entre le moment où on lance, enfin le moment où on a l'idée et le moment où on lance, 48 heures. C'est tout. Record personnel pour l'instant, enfin record personnel, notre record pour l'instant, c'est 35 heures. En 35 heures, on avait fait la dernière fois idée, logo, page, texte, photo, et on avait eu les premières infos, tu vois. 35 heures après, on avait déjà les premières personnes qui étaient intéressées, des gens que tu n'as jamais vus, qui laissent eux-mêmes leurs infos sur notre page, parce qu'on avait mis en place un petit formulaire qui permettait de laisser ces infos, pour indiquer qu'ils sont intéressés. En 35 heures. Imagine, ça fait une journée et quelques heures en plus. Tu vois, tranquille, t'es surpris. Ah, tiens, il y a une nouvelle personne. Donc c'est quelque chose qu'il est possible de faire. On n'a pas spécialement parlé des photos produits. Avant, ça aurait pu être une problématique entre guillemets, tu vois. Et encore, il y a des solutions. Si tu as besoin des photos produits, tu as la possibilité de faire modéliser ton produit. Si c'est un produit physique, tu peux faire modéliser ton produit à partir de schémas par des gens qui savent faire ça. Il y en a plein sur Fiverr, il y en a plein sur ComeUp, des prestataires qui peuvent te faire ça. Maintenant, il y a une nouvelle solution, tu t'en doutes, c'est de l'intelligence artificielle. Tu peux décrire ton produit, envoyer des schémas simples et grâce à ça, il peut te créer des photos, il peut te créer du contenu photoréaliste, voire même vidéo réaliste si vraiment tu veux pousser le délire. C'est beau parce que toutes ces améliorations techniques, tous ces changements, tu vois, tous ces petits outils qui paraissent, qui sont furtifs finalement, tu sais, tu fais pas vraiment attention aux nouveaux outils qui sortent. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas au courant, mais il y a peut-être 5-6 nouveaux outils qui sortent tous les jours. Peut-être que tu vois pas, tu vois. Tu as vu passer ChatGPT, mais est-ce que tu as vu passer Make UGC? Tu l'as vu ça? Est-ce que tu as vu passer Vision? Est-ce que tu as vu passer... Il y en a tellement. Là, si je vais sur... ne serait-ce que je vais faire un petit tour sur AppSumo, tu as tellement de choses qui sortent en permanence, en fait. Tout le temps. Encore et encore. Est-ce que tu as vu passer Warp Index? Est-ce que tu as vu passer Flux Builder, Canbox, NinjaPipe, tout ça? Tu vois, il y a plein d'outils, au-delà des gros. Il y a plein d'outils qui passent et qui sont super utiles et qui ont plein d'actions différentes qui t'amènent encore plus de possibilités. Et quand tu te tiens au courant de ce qu'il est possible de faire rapidement, puisque rappelle-toi, ces outils sortent dans la dynamique toujours entrepreneuriale comme d'habitude, d'apporter une solution à une problématique donnée, tu te mets à combiner les outils qui apportent une solution. C'est ouf. Tu peux faire des mélanges de dingue. Et quand tu les combines, tu peux aller encore plus vite. Quoique, plus vite que 35 heures, c'est même pas utile. Mais ça te permet... Tu vois, si tu pouvais lancer... Imagine dans ta vie si tu pouvais lancer des projets, ne serait-ce qu'en 48 heures. Tu vois, des choses que tu as lancées en 1 an, 2 ans. Imagine si ta temporalité, c'était 48 heures. Imagine ce que ça t'ouvrirait en fait en possibilité. Tu penses que tu lancerais qu'un projet par an? Peut-être pas, tu vois. Tu lancerais peut-être 15, 20. C'est 2 jours. Pourquoi pas tester? C'est 2 jours. 2 jours et pas énormément d'argent. Moins de 100 euros. J'ai oublié de t'en parler de ça. Moins de 100 balles, t'as la réponse. Pourquoi tu t'embêterais? Pas de raison de t'embêter. C'est possible. Donc tu lances. Tu comprends les codes, les méthodes, les outils, les besoins potentiels. Donc tu peux lancer, enchaîner, faire des tests, avoir tes réponses, réitérer, aller au bout, voir si c'était une bonne idée et enfin avoir la réponse à cette question. Bon deal ou pas bon deal? Parce que même si ton idée paraît cohérente au début, même si tu fais tous tes tests, il est possible qu'à la fin, en fait, la forme finale de ce fruit ne te plaise pas, tu vois. Tu peux planter un arbre, attendre qu'il pousse, t'attends 2 jours.
Tu lances. Bon, on va faire comme si tu attendais un petit peu plus parce que le business il grossit, tu as de plus en plus de personnes, etc. Et tu peux ne pas aimer le fruit en fait au final. Tu dis tiens, en vrai j'aime pas les cerises, hein. Pas ouf le clafoutis, pas... Ça fait partie du jeu. Nous plein de fois on a lancé des trucs et au final on s'est dit bof, c'est cool, hein, ça marche, mais on est passé au-dessus de ça. C'est-à-dire que notre rêve, c'est plus que ça marche, tu vois. C'est le rêve de beaucoup d'avoir un truc juste qui marche. Nous on sait comment faire pour que ça marche. Ça y est, c'est bon, on sait faire. On a le luxe de pouvoir se dire ah ça marche mais on n'aime pas trop quand même, hein. J'aime pas le matériau, c'est-à-dire que j'aime pas les clients qui en face, j'aime pas leur manière de voir les choses, j'aime pas la typologie de personnes que c'est, j'aime pas la typologie de produits, tu vois. Finalement c'était sympa, l'aventure était cool mais bon, produit pas ouf. Je peux te donner un exemple, écoute bien celui-là. Un jour j'ai lancé avec un ami avocat un site qui était basé sur les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français. En fait, lui, il est spécialisé en droit des étrangers. Ok ? Donc, c'était parfait, tu vois. C'était la bonne association. Nous, on avait la méthode pour lancer rapidement les choses. Et lui, de son côté, il avait l'expertise. Tu vois, quand on mélange les deux, lui, il n'est pas marketeur. Moi, je ne suis pas avocat. Je ne peux pas faire ce business sans lui. Il ne peut pas faire ce business sans moi. Donc, connexion parfaite. On y va, on suit le pattern, donc le chemin que je t'ai donné, on lance très vite. En pas très longtemps, on arrive à avoir des contacts, je pense moins d'une semaine, tu vois, ça va assez vite. C'est cool, tu vois, à l'époque déjà, moins d'une semaine, c'est cool, tu vois, c'est rapide pour lancer un projet. Il est charmé, ça lui fait plaisir, il dit, c'est incroyable, on vient de lancer le truc, on a déjà des demandes. Je dis, mais je t'ai dit, gars, ça va très vite. Avec la bonne méthode, ça va très très vite. On réfléchit un petit peu au début et on est parti. Ce que je lui avais envoyé quand même, c'est un formulaire qui me permettait de bien comprendre en fait les tenants, les aboutissants du business model, entre guillemets, tu vois. Comprendre la solution qu'on apportait. On met en place cet apport de solution, on lance notre petit truc, on a nos premiers retours, je m'occupe de faire les appels et de faire les ventes. Et il s'avère qu'au bout de plusieurs mois, en fait, j'aime pas du tout ce qu'on fait, tu vois. Et ça, tu peux pas le savoir à l'avance. Ça paye, mais j'aime pas du tout tous les efforts qu'il faut faire. J'aime pas ce qu'on appelle le matériau. C'est-à-dire que notre projet, c'était de faciliter en fait le traitement des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, puisque là, la problématique, c'était que tous les gens qui sont... comment je pourrais t'expliquer ça ? Tous les gens qui reçoivent une OQTF, donc vraiment un courrier avec marqué « Partez de la France », ne sont pas logés à la même enseigne. Alors, tu as des gens effectivement qui vont profiter du système, et tu en as partout des gens qui profitent de plein de choses. Ça existe, il y en a, et il y en aura encore longtemps, c'est normal, c'est comme partout, il y a des abus, tu vois, dans n'importe quelle chose de la vie. Mais il y a des gens aussi qui, eux, font tout dans les règles de l'art et ne sont pas dans le profit. Par contre, administrativement, ils n'ont pas réussi à se mettre à jour correctement, donc ils reçoivent une obligation de partir. J'ai eu des gens au téléphone qui, par exemple, travaillent. Tu vois, tu as quelqu'un, tu vois, par exemple, tu as un mec, c'était un Polonais. Je me rappelle bien de lui. J'avais eu sa femme au téléphone. Elle m'explique un peu la configuration. C'est un mec qui taffe, il n'était pas dispo à ce moment-là. Déclaré. CDD ou CDI, je ne sais plus, mais un vrai contrat de travail. Tout est OK, tout va bien. Des enfants en France, mariés avec une Française. Et il reçoit, boum, une OQTF. Tu vois, imagine, tu es en train de vivre ta vie, tu es au taf. Un jour, tu rentres, il y a un courrier. Tu vis depuis des années ici, c'est OK, tu vois. Administrativement, tu t'es loupé peut-être. En tout cas, il manque des choses où ça a été mal jugé, peu importe. Et on dit dans 2 jours, ça dégage. Je ne me rappelle plus des délais. Mais imagine la violence du truc. Inversons. Imagine que toi, tu vis en Pologne. Tu te maries avec une Polonaise ou un Polonais, OK, let's go. Et là, tu as des enfants. Et un jour, on te dit, casse-toi de la Pologne, par contre. What ? Je paye mes impôts dans votre pays. Je suis marié avec quelqu'un d'ici. J'ai des enfants avec cette personne. J'ai la nationalité, limite. Enfin, je crois qu'il ne l'avait pas. J'ai oublié un peu le détail, mais tu vois, tu te retrouves avec des dossiers comme ça. Et en fait, la problématique, et tu vas voir pourquoi j'aimais pas le matériau, c'est qu'en fait, comme les gens qui finalement reçoivent en fait, et j'ai vu qu'apparemment c'était un grand débat ce sujet-là, moi je suis pas très politique, ça m'intéresse pas, mais j'ai appris plus tard que les gens en fait qui recevaient des OQTF, comme pas mal de trucs en France, en fait si tu veux, ils se faisaient pas dégommer quand ils esquivaient le truc.
tu vois. Il y a plein de... Tu vois, on est le pays des fraudeurs en France. Ça fraude beaucoup, ça fraude sur le permis, les gens conduisent sans permis, etc. Parce qu'en fait, le risque n'est pas énorme. Tu vois, tu te fais pas tirer dessus si tu te fais arrêter alors que t'as pas le permis, tu vois. Ça reste... Les gens se font pas arrêter, ils sont pas tant contrôlés que ça, donc c'est OK de conduire sans permis. Très dangereux, truc que je te déconseille. Si t'as pas de permis, t'as pas d'assurance et que tu touches quelqu'un, c'est compliqué. Néanmoins, comme il n'y avait pas la peur de cette répression, tu vois, il n'y avait pas la peur de l'application de la sentence. Donc en fait, tu avais l'émotion de « Oh, il me faut une solution, j'ai reçu un courrier de ouf ». Les gens venaient lâcher leurs infos, donc jusque-là, let's go. Prise de contact, boum, let's go. Mais derrière, quand il faut passer à la caisse, il y a cette réflexion de « Ouais, maintenant en France, en vrai. En vrai, allez, je l'attente. Plutôt que de dépenser mon argent, je l'attente. » Tu vois. Et on avait tous, en fait, on a réussi à en signer quelques-uns, mais on avait quand même pléthore de personnes qui se disaient « ça passe ». Et ça passait, tu vois. Ils préféraient dos au mur, vraiment, limite qu'on les chope par le callback et à ce moment-là, payer ou faire des trucs, plutôt que de se mettre en règle avant, tu vois. Ça leur allait. Bon, du coup, tu vois, solution, business qui fonctionne, des vraies demandes, un vrai secteur marché, une vraie petite étude de marché sympathique, un lancement rapide, le tarif est bon, on en a testé plusieurs, les interactions sont bonnes, mais petite variable qu'on n'a pas et dont on se rend compte que dans un second temps, les gens dans ce game-là, ici en tout cas, ils sont un peu sneaky, tu vois, un petit peu sournois, et tant qu'ils peuvent profiter, bon, ouais, ça va, tu vois, ouais, quand même. Le visage change, en mode on est en règle, quand même, on paye nos impôts, on est mariés, ça va, on va pas... Ils vont pas nous virer comme ça, tu vois. Donc il y avait l'émotion, puis après ça disparaissait. Écoute, je vais m'arrêter sur ça. Comme d'habitude, si tu as une idée de podcast ou des questions, lien dans la description directement. Tu peux m'envoyer tes idées de podcast. Je ferai des épisodes avec plaisir sur le sujet. Tu as toujours accès à notre dernier bootcamp business également dans la description. Et n'oublie pas de laisser 5 étoiles si tu as passé un bon moment ou un commentaire. Ce que tu veux. Manifeste-toi, ça me fera plaisir. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo, où tu écoutes ce podcast.